contre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce pré-enregistré réalisé le 20 mars 2018. Complotisme, délire et manipulation, tel est le titre de cette émission et j'ai le plaisir de recevoir Rudi Reichstadt, responsable du site Conspiracy Watch, l'observatoire du conspirationnisme et des théories du complot. Bonjour. Bonjour. Rudi Reichstadt, je vous avais déjà reçu en 2014 pour parler de ces sujets, mais il faut dire qu'en l'espace de 4 ans, le paysage a beaucoup évolué. On a vécu, avec les attentats en France depuis janvier 2015, un peu à notre échelle ce que les États-Unis ont connu pour le 11 septembre 2001. Et comme pour le 11 septembre, on a vu tout de suite se répandre des théories du complot, remettant en question ce qui était appelé la vérité officielle, entre guillemets, et attribuant au service secret les tueries, pourtant revendiquées par l'État islamique. L'ex-ministre de l'Éducation nationale avait dit, après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper-Cacher, qu'un jeune sur 4 croyait en ces théories. Depuis, il y a eu une prise de conscience au niveau de l'éducation nationale, dans les grands médias, et de nombreux universitaires, sociologues, journalistes et historiens se sont mobilisés contre ce fléau. On peut entendre beaucoup d'entre eux dans un documentaire intitulé « Complotisme, les alibis de la terreur » diffusé sur France 3 le 23 janvier dernier. Ce film, réalisé par Georges Benayoun et dont vous êtes le co-auteur, Rudi Reichstadt, démonte en l'espace d'une heure la logique perverse des discours complotistes. Alors, première question, la première chose qui est soulignée dans le film, c'est qu'en fait, on a 2 discours complotistes. Il y a celui qui ne nie pas les crimes terroristes, mais qui dit qu'en fait, il ne s'agit que d'une juste réaction des musulmans victimes d'un complot judéo-chrétien. Et d'ailleurs, c'est ainsi que s'exprimait Ben Laden au moment de la création d'Al-Qaïda. Et puis, il y a le discours disant qu'en fait, tous ces attentats ne sont que des mensonges fabriqués par les services secrets pour justifier des guerres et stigmatiser les musulmans. Comment peut-on faire pour croire aux 2 discours en même temps ? Je ne sais pas si on y croit en même temps. En tout cas, certains semblent y croire successivement. Vous prenez simplement le cas d'Amel Sakaou, qu'on évoque dans le film. C'est l'une des femmes djihadistes qui a été interpellée en septembre 2016 dans le cadre de l'enquête sur la voiture retrouvée près de Notre-Dame de Paris et qui était remplie de bonbonnes de gaz. Et lorsqu'on remonte le compte Facebook d'Amel Sakaou, de cette personne, que trouve-t-on ? Eh bien, on trouve une vidéo, notamment, dans laquelle elle explique, en arabe, qu'elle a acheté un soutien-gorge, qu'elle a voulu en ôter le rembourrage et qu'elle a découvert à cette occasion un produit cancérigène placé là, dit-elle, par les juifs pour que les femmes arabes ou musulmanes tombent malades. Ce qui est complètement délirant, mais on trouve aussi, et ça c'est très intéressant, sur son compte Facebook, de nombreuses publications issues de sites complotistes, pas d'ailleurs nécessairement islamistes, les sites complotistes les plus fréquents, Égalité et Réconciliation, Panamza, etc., et qui sont des sites qui, de manière générale, remettent en doute la réalité des attentats djihadistes. Donc, si vous voulez, on a là une personne qui, au départ, est complotiste, remet en cause la réalité des attentats et qui, à la fin, en bout de chaîne, passe elle-même à l'acte. Très bien. Alors, dans ce documentaire, on voit aussi Tariq Ramadan, qui a dit, après les attentats de janvier 2015, qui a intérêt à stigmatiser les musulmans ? Point d'interrogation. Edoui Plenel, qui dans une conférence commune avec lui a affirmé « les terroristes sont des agents provocateurs ». On entend Hassan Iqiyoussen, c'est un conférencier connu de l'UOIF, dire « on brûle des Corans pour provoquer la haine des musulmans ». Et bon, que cette posture victimaire ait du succès chez une partie du public musulman, ça se comprend. Mais quand on fait la veille Internet, par exemple sur des pages Facebook, on voit qu'il y a des profils très divers, de tous âges, qui soutiennent ces délires. Alors comment l'expliquez-vous pour, je dirais, des Français bien gaulois, quoi. Vous l'avez un peu dit, c'est-à-dire que les ressorts de l'adhésion à une théorie du complot, ils ne sont pas univoques. Pour certains, ce qui est cherché à travers la théorie du complot, c'est une manière de se consoler, de se rassurer, de fuir une réalité qui est trop dure à assumer, qui est trop violente, et qui est trop en décalage avec ses propres représentations. Quand on est musulman en France en juillet 2015, après Charlie et l'Hyper-Cacher, c'est pas facile d'admettre qu'on a des jeunes Français qui ont commis ces crimes au nom de l'islam, bien sûr, entre guillemets. Donc on cherche évidemment à fuir cette réalité-là, si vous voulez. Et puis maintenant, il y a un autre ressort très puissant aussi, mais qui a peu de choses à voir avec ça. C'est ce que la psychologie sociale appelle le besoin d'unicité, c'est-à-dire le besoin de se sentir unique, de se distinguer des autres. Vous savez, ce narcissisme qui fait que vous avez l'impression d'appartenir à une sorte d'aristocratie de l'esprit, de faire partie de ceux à qui on ne la fait pas, qui sont plus malins que les autres, qui ont compris le dessous des cartes.
Et ça, c'est un ressort puissant de l'adhésion aux théories du complot, et c'est sans doute la raison pour laquelle vous avez parmi les personnes qui adhèrent à ce genre de choses des profils très variés. Alors, par définition, les théories complotistes ont besoin de définir les chefs des complots. Là, on trouve pratiquement toujours la CIA et les Juifs, mais qui sont désignés par des mots codés, les Rothschild, les sionistes, les talmudistes, etc. Et dans le documentaire, on voit d'ailleurs Thierry Meyssan affirmer sur une chaîne iranienne que tous les services secrets occidentaux manipulent le Daesh. Or, quand on lit un peu les pseudo-médias des sites divers qui soutiennent de tels discours, on remarque aussi qu'ils n'émettent jamais la moindre critique de pays comme la Russie, l'Iran, la Corée du Nord ou le Venezuela. Et ces pays sont tous considérés comme sympathiques simplement parce qu'ils s'opposent aux États-Unis. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que ça ne révèle pas finalement une idéologie qui est plutôt rouge-brune ou carrément néo-nazi, disons, et plus qu'islamiste, en fait? Je vois ce que vous voulez dire, mais je ne crois pas qu'il y ait une séparation étanche en fait entre l'idéologie rouge-brune dont vous parlez, anti-impérialiste, on va dire anti-américaine, et l'islamisme d'autre part. Dans les faits, en fait, on a tout un univers de références, de symboles, un lexique également, qui est commun à l'extrême droite, à une partie de la gauche radicale et à l'islamisme. Vous prenez par exemple la notion de nouvel ordre mondial. C'est une notion, une expression qui est inventée dans la frange la plus violemment anticommuniste de la droite américaine, dans les années 50-60, qui est vraiment popularisée à partir des années 70, et sur un mode, si vous voulez, qui n'est pas un anticommunisme libéral, si vous voulez, qui présente carrément le président Eisenhower comme un agent soviétique. Vous voyez, ça va très loin, on est dans la paranoïa, quoi. Et puis, qui présente d'ailleurs les Nations Unies comme un pion de l'URSS. Bon. Et puis, dans les années 90, donc après la guerre froide, cette expression, elle commence à migrer, à revêtir une seconde acception et à être de plus en plus clairement assimilée à l'impérialisme américain, au système capitaliste en général. Donc on accuse la trilatérale, le Bilderberg, enfin des think tanks, des groupes de discussion comme ça, d'avoir en réalité pour objectif caché d'instaurer une dictature oligarchique planétaire. Et là, le nouvel ordre mondial, tout d'un coup, est perçu comme un programme d'inspiration, alors illuminati, sataniste, sioniste, talmudique, vous l'avez dit un peu, mais ce qu'on sait peu, c'est que plusieurs idéologues islamistes, et qu'en fait, cette représentation-là, elle irrigue complètement la vision du monde des islamistes. Vous avez la revue de l'État islamique, Roumia, qui reprend à son compte la dénonciation du nouvel ordre mondial. Vous avez la même chose chez Abou Moussa al-Souri, qui est l'un des principaux théoriciens d'Al-Qaïda aujourd'hui. Et puis vous retrouvez aussi des références à ce spectre du nouvel ordre mondial chez un prédicateur comme Hani Ramadan, qui est le frère de Tariq Ramadan. Tariq, tout à fait. Alors, toute dernière question avant la pause. Apparaît dans le documentaire Laurent Geoffrin de Libération, et lui il dit le mécanisme intellectuel des complotistes est le même que celui des négationnistes. Il parle d'un pointillisme total qui accentue les détails. Le sociologue Gérald Bronner, lui, il décrit donc ce type sournois de discours, des gens qui disent « Ah, moi je dis pas que c'est faux, je pose des questions, simplement ». Est-ce que vous pouvez donner, dans les 2-3 minutes avant la pause, des exemples concrets de cela? Oui, alors c'est deux choses différentes. Ce que pointe Laurent Geoffrin, c'est ce qu'on appelle la symétrie cognitive des complotistes qui, en fait, pour faire court, allient l'hypercritique sur certains éléments qui sont très secondaires de la thèse officielle, ce qu'ils appellent la thèse officielle, et puis une crédulité désarmante à l'égard de tout ce qui conforte la thèse du complot, celle dans laquelle ils ont envie de croire. Et par exemple, vous avez, quand il parle de pointillisme, Geoffrin, il fait référence à cette idée que, vous savez, les frères Kouachi ont laissé leur carte d'identité, que donc c'est un élément très mystérieux. En fait, il est mystérieux parce qu'on décide qu'il l'est. En soi, ça n'a rien de mystérieux, c'était pas des cambrioleurs, les frères Kouachi. Ils pouvaient revendiquer, être très fiers de ce qu'ils faisaient aussi. On ne sait pas pourquoi ils l'ont laissé, mais en tout cas, ils l'ont laissé, c'est un fait. Et puis, on va vous dire, mais regardez, les rétroviseurs de la voiture des frères Kouachi changent de couleur selon les photos, etc. Ce qui est un argument aberrant, mais vous voyez, l'idée, c'est de dessiner en pointillisme une réalité alternative dans laquelle on nous ment. Voilà, c'est quand même ça l'idée. La vérité est ailleurs. Et puis, il y a la rhétorique pointée par Gérald Bronner, qui est le fameux « je ne fais que poser des questions », qui est une manière, en fait, un peu hypocrite, assez peu courageuse, de diffuser une théorie du complot sans en assumer les conséquences. C'est-à-dire, vous savez, c'est la rhétorique du droit au doute. C'est de dire, moi, je porte le droit au doute en bandoulière, j'ai le droit de douter, et donc, la contradiction ne peut pas avoir de prise sur vous, puisque vous vous contentez de dire, je crois en rien, j'ai juste des doutes. Mais au fond, vous réalisez le programme des complotistes, qui est justement d'instiller le doute. Et vous mettez en situation de ne pas pouvoir être critiqué pour cela. Donc je crois qu'il ne faut pas être dupe non plus de cette posture-là.
toute dernière question. Est-ce qu'on peut dialoguer avec des complotistes ? Moi, je crois qu'il faut parler du complotisme, des complotistes, avec des gens qui sont des désinformateurs professionnels, pas des gens qui sont intoxiqués, avec qui on peut tout à fait argumenter, contre-argumenter, mais des gens qui sont des désinformateurs professionnels, des propagandistes, des mercenaires de la désinformation. Ça ne sert à rien. Non, mais non seulement ça ne sert à rien, mais en plus, on les cautionne en les intégrant dans les débats. On les alimente en quelque sorte. Et surtout, c'est une manière de dire au public, de mentir au public, si vous voulez, de dire qu'il y aurait une sorte de recherche commune de la vérité. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Donc c'est un petit peu la même attitude par rapport aux négationnistes. Absolument. On ne peut pas dialoguer avec expliquer. Oui. C'est ça. On discute pas avec des gens qui vous expliquent que la Terre est plate et que enfin, voilà. Ce qu'il y a peut-être de plus choquant dans les délires des complotistes, c'est la négation donc pure et simple des crimes terroristes, mais alors surtout pour les parents des victimes. On voit dans le film, par exemple, Monsieur Sandler, qui est le père et le grand-père de 3 victimes de Mohamed Merah. Et il dit qu'il a lu donc sur ses sites, qu'il n'y avait aucune preuve qu'il y avait les corps donc de son fils et de ses petits-enfants dans les cercueils. On voit aussi Michel Catalano, qui était otage quelques heures des frères Kouachi, et à qui on a demandé, est-ce que ça s'est vraiment passé ? Et il dit qu'il souffre bien sûr de cela. La question que je me pose, pourquoi ne dépose-t-il pas plainte contre les salauds qui diffusent des telles horreurs ? Alors d'abord, c'est 2 cas différents, parce que Catalano, c'est des choses qu'il a entendues, ou que ses proches d'ailleurs ont entendues, parce que plus souvent on s'adresse à ses proches, on leur dit mais est-ce que c'est vrai ce qu'il a vécu, etc. Donc il y a pas vraiment, c'est pas des propos écrits ou publiés sur internet ou ailleurs. S'agissant de Monsieur Sandler, effectivement, il y a eu des choses sur internet. Alors je crois pas qu'il ait déposé plainte. Je crois qu'on devine la réponse. S'il l'a pas fait, c'est que je crois que en général on veut passer à autre chose et on veut pas donner de la publicité à ces choses-là. Mais il était très important pour nous, quand on a fait le film, de recueillir la parole justement de ces témoins, de ces victimes et proches de victimes, parce que je crois que lorsqu'on voit le film, si vous voulez, je crois que leur parole a quelque chose de performatif, c'est-à-dire que on ne peut pas se dire, lorsqu'ils nous racontent ce qu'ils ont vécu, qu'ils nous mentent, à moins d'être complètement fous. Voyez. Et ça, c'était important que ce soit dans le film, voilà, pour déminer quelque part l'attrait pour les arguments complotistes. Tout à fait. Alors, tout à fait autre chose, donc très récemment, on a vécu ce qu'on a appelé l'affaire Ménel. Ça a été un véritable psychodrame sur fond de complotisme. Et donc, pour rappel, on avait découvert que cette jeune chanteuse, qui était concurrente dans l'émission The Voice, avait publié quelques années avant des tweets complotistes scandaleux à propos de l'attentat de Nice. Alors, elle a dû abandonner ce concours. Bien. Mais est-ce que, d'un autre côté, et vous les citez dans votre documentaire, on les entend, est-ce qu'on n'a pas été très indulgent avec des producteurs de télévision comme Ardisson ou Tadei, qui carrément leur ont donné la parole, ou ont permis à Thierry Messant de devenir une vedette, ou alors des acteurs connus, comme Mathieu Kassovitz, par exemple, qui doute du 11 septembre et qui profite de sa notoriété pour distiller le doute. Mais il va plus loin d'ailleurs que le simple doute, hein. Il adhère complètement à ça. Non, moi, si vous voulez, je pense pas qu'il faut être dans la chasse aux sorcières, je pense pas qu'il faille empêcher ces gens-là de travailler, pas du tout. Je pense qu'en revanche, il faut leur rappeler ce qu'ils ont dit, parce que c'est une manière pour eux d'assumer leur responsabilité, mais je crois que l'indulgence, elle n'a pas tant été sur des personnes que sur le phénomène. C'est-à-dire que l'indulgence, elle est sur le complotisme, en fait, sur ces idées-là, qu'on a tolérées très longtemps. Et c'est depuis, en fait, cette phase terroriste qu'on commence à se dire, mais quand même, ces choses-là, c'est dangereux, parce que ça va de pair avec la radicalisation, avec le passage à l'acte également. Donc, s'agissant de Ménel, vous savez, c'est une affaire plus complexe que le compte-rendu ou les comptes-rendus qui ont pu en être faits. Et d'abord parce que c'était pas du tout une cabale de la fachosphère contre une pauvre chanteuse qui avait tenu des propos il y a plusieurs années. C'était 18 mois avant, les propos en question. Ils sont effectivement très choquants. L'association des victimes de l'attentat de Nice a quand même s'est exprimée sur cette affaire pour dire à quel point elle était choquée. Et puis, s'agissant de la fachosphère, elle était assez divisée, parce que vous avez toute la complosphère soralienne, Soral qui se décrit comme national-socialiste, hein, d'accord, qui défendait Ménel dans cette affaire-là. Donc, faut pas... Voilà. Et puis, Ménel, dans les regrets qu'elle a pu exprimer,
n'y a pas d'introspection. Enfin, moi, j'en ai pas vu, je cherchais à l'interroger. Hein. Elle n'a pas donné suite à mes demandes d'interview. On n'a pas su ce qu'elle pensait du fait qu'elle ait relayé des choses de Dieudonné, de Tarek Ramadan, d'Hassani Hussein dont vous parliez tout à l'heure. Enfin, voilà. Très bien. Alors, dans votre film, on entend aussi Serge Heffez, qui est psychiatre. Et lui s'intéresse donc aux jeunes. Et il dit « Le monde réel est très complexe. Les jeunes ont besoin de se raccrocher à une vérité simple, avec le bien et le mal, le juste et l'injuste. Or, c'est aussi l'âge des grandes révoltes. Les vrais médias sont considérés par beaucoup d'adolescents comme des outils de manipulation. Mais le démultiplicateur commun des théories du complot, est-ce que ce n'est pas d'abord les réseaux sociaux ? Où la modération est quasi inexistante, où n'importe qui peut publier n'importe quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'ils sont maintenant mis à l'index, les réseaux sociaux, à propos de l'antisémitisme, du racisme, Absolument. etc. Lundi dernier, le Premier ministre a d'ailleurs présenté un plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, avec pour un des axes principaux d'en finir avec la dichotomie, vous savez, binaire entre hébergeurs de contenu et éditeurs de contenu. Les réseaux sociaux, les opérateurs de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, se considèrent comme des hébergeurs et disent on n'est pas responsable de ce qui circule dans nos tuyaux, nous sommes de simples tuyaux. Or ça c'est un mythe, parce qu'en réalité on sait qu'ils ont des algorithmes qui favorisent les contenus sensationnalistes, et donc aussi ce qu'on appelle les fake news, les fausses nouvelles, les théories du complot, enfin tout ce qui peut être présenté sous un titre trompeur et un titre, vous savez, très comme ça, très sensationnaliste. Pourquoi ? Parce que évidemment, ça fait des clics supplémentaires, ça fait un temps de présence plus important sur la plateforme, et donc ça se traduit très concrètement en revenus publicitaires supérieur, plus important pour eux. Donc, ils ont une responsabilité, et c'est bien d'aller vers une régulation, et d'ailleurs au niveau européen sur ces choses-là, et ils ne peuvent pas se défausser de cette responsabilité-là, donc je pense qu'il faut travailler avec eux, et en même temps leur tordre le poignet pour les amener à réguler, à modérer leur plateforme et ce qui circule. Voilà, ils ne peuvent pas complètement s'en désintéresser. Maintenant, c'est vrai que les jeunes sont particulièrement exposés à ces choses-là, puisqu'ils ont un smartphone dans la poche, qui font leur apprentissage civique, politique, dans ce monde-là. Et vous savez, il y a eu une petite expérience qui avait été menée avec une intelligence artificielle qui avait été mise par Microsoft sur Twitter il y a 2 ans de ça, en 2016. Et en 8 heures de temps, ce robot, cette intelligence artificielle, était devenu nazi, négationniste, raciste. Voilà. C'est fou. Donc ça dit quand même beaucoup de choses sur l'enjeu en termes de protection de l'enfance que ça peut représenter. Très bien. Alors, les minutes filent, on manque toujours de temps. Vous avez publié en partenariat avec l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès une étude sur la prévalence des thèses conspirationnistes donc dans la presse française. Il y a un résultat choc, c'est pratiquement le seul qu'ont retenu les médias, le fait que seulement 1 Français sur 5 ne croit à aucune théorie du complot. Est-ce que vous pourriez détailler en 2-3 minutes les résultats de ce sondage, que vous avez eu beaucoup de critiques? Alors, on a eu des critiques à la mesure de la médiatisation de ce sondage qui a été extrême, qui a été vraiment très importante. Donc les critiques, c'est normal d'en avoir. Il y en a eu de mauvaise foi, il y en a eu aussi de délirantes, c'est-à-dire nous accusant d'avoir voulu manipuler l'opinion. En faisant comment? En usant de techniques de manipulation mentale. On nous a dit ça. Hein. Oui. C'est aberrant, évidemment. On a cherché à disposer d'un outil objectif pour essayer de mesurer les choses. Et on le refera l'année prochaine, d'ailleurs. Non, ce dont on s'aperçoit... Alors, c'est pas 1 Français sur 5, en fait. Le chiffre qui a été retenu, c'était 79% de Français qui croient à aucune théorie du complot sur la dizaine qu'on leur a proposée. C'est déjà pas mal. Bon. 79 qui croient au moins une. Ah oui. Donc il y en a 21%, 1 sur 5, c'est ça, qui ne croient à aucune, à 0. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que l'opinion publique française est structurée en fait en 3 blocs. Ceux qui sont relativement hermétiques à ces choses-là, c'est-à-dire qui croient à aucune, une ou deux. Bon. Et puis, ceux qui sont séduits, mais qui n'ont pas complètement basculé, là, ils sont à peu près 22%, c'est 1 sur 5. Et puis, ceux qui sont des complotistes endurcis, c'est-à-dire qui adhèrent à 5 ou plus des 10 théories qu'on leur a proposées. Et là, il y en a 25%. Là, c'est 1 sur 4. Et là, on a affaire vraiment au noyau dur et aux gens qui ont des comportements, d'ailleurs, électoraux, sociologiques assez similaires. Il y a vraiment un basculement qui se fait. Vous avez pu faire le recoupement avec les préférences politiques? Bien sûr, oui. Voilà. Ça vient confirmer ce qu'on savait déjà par d'autres sondages, c'est-à-dire que les complotistes
complotistes endurcis sont surreprésentés dans les électorats respectivement de Marine Le Pen d'abord, de Jean-Luc Mélenchon ensuite, et inversement, ceux qui croient le moins dans les théories du complot ont plutôt tendance à voter au centre, c'est-à-dire en l'occurrence aux dernières élections présidentielles pour Benoît Hamon, Emmanuel Macron, et dans une moindre mesure pour François Fillon. Alors ça nous apporte la transition pour les 2 minutes qui nous restent avec la toute dernière question. À propos des fake news. Le gouvernement donc, a l'intention de légiférer contre ceux qui diffusent des fake news au moment des élections. On pense bien sûr à la campagne de Donald Trump, au dénigrement d'Emmanuel Macron par les médias russes, RT, Sputnik. Est-ce que ce n'est pas réducteur de se limiter aux périodes électorales? Vous avez 2 minutes pour répondre à ça. Alors, écoutez, d'abord, c'est un projet de loi qui prétend pas résoudre l'ensemble du problème, ni du complotisme, ni même celui spécifique des fake news, enfin des fausses nouvelles. Il y a déjà une loi qui existe dans la loi sur la liberté de la presse de 1880. Il y a aussi dans le code électoral une disposition qui pénalise la diffusion de fausses nouvelles en période électorale. Mais je crois que c'est une législation qui était d'abord assez largement inusitée et assez peu adaptée aux nouveaux outils actuelle. Et donc, le fait que la loi enregistre ces évolutions technologiques, moi, j'y vois rien de choquant. Ce que les 2 grands piliers de ce projet de loi, pour ce qu'on en sait, c'est d'une part de rendre public et transparent les contenus qui sont poussés, qui sont sponsorisés, savoir qui les sponsorise et pour quel montant. Ça, je ne vois pas qui pourrait s'en plaindre. La deuxième chose, c'est de faire appel à un juge du référé pour pouvoir suspendre assez rapidement, dans des délais assez contraints, assez restreints, des fausses nouvelles qui pourraient influer sur le cours des élections. Là aussi, il faudrait voir à l'usage ce que ça peut représenter en termes de menaces pour la liberté d'expression. Mais voilà, si ça peut empêcher des fausses nouvelles de circuler, après tout. Vous êtes plutôt pour. Merci Rudi Reichstadt de toutes ces précisions. On sera certainement amené à se revoir parce que c'est un sujet fondamental dans la société actuelle. Amis auditeurs, je vous remercie donc de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.